Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Laetitia Yobi, entrepreneur, maman d'un petit garçon de 16 mois, très adorable, qui s'appelle Yamewen. Et j'ai grandi dans une famille de 4 enfants. Je suis l'aînée, 2 parents fonctionnaires, maman enseignante et papa cadre des forêts. À l'époque, c'était le ministère des Eaux et Forêts. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, j'ai grandi dans un environnement où papa était tout le temps absent. J'ai grandi avec maman, donc c'est sous son influence que j'ai vécu la plupart des beaux moments de ma vie, si je peux dire ça comme ça, des beaux moments de l'enfance. Et papa était toujours en retrait. Donc, papa apparaissait quand il fallait prendre des décisions. Mais c'était aussi bien parce que ça avait son bon et son mauvais côté. Alors, actuellement, je suis product manager mais également actionnaire dans la boîte qui s'appelle Immediatis. Nous proposons des solutions numériques à plusieurs entreprises et là, aujourd'hui, je suis en charge du projet TopUp, qui est un produit qui également est sur le marché, qui permet à plusieurs Camerounais d'avoir des revenus supplémentaires via le numérique et ça fait partie des avantages que nous mettons en avant avec la digitalisation. Alors, je suis de profession comptable. Malheureusement, c'est pas ce que j'avais voulu faire. Mais là encore, j'étais sous le contrôle de maman. Maman rêvait d'un enfant, de sa fille expert comptable. Elle a nourri ce rêve pendant longtemps. Mais les chiffres n'étaient pas quelque chose qui était pour moi. Je ne m'y sentais pas à l'aise. J'arrivais à le faire, mais je n'étais pas passionnée. Donc, à un moment donné, j'avais bien envie de repartir sur une autre, du moins aller vers une reconversion. Mais en ce moment-là, c'était pas possible. Donc, j'ai effectué ma première expérience en tant qu'assistante comptable à Dem Group, qui à l'époque était un groupe et le groupe a décidé, pardon, de venir s'installer au Cameroun. Donc, nous étions parmi les premières personnes à travailler pour le groupe. Et 2, 3 ans plus tard, ils ont fermé, ils ont plié bagages. Mais bon, moi, je n'étais plus là-bas. Mais qu'à cela ne tienne, je faisais ma comptabilité, je gérais les stocks. Bref, je faisais tout ce qu'un comptable devait faire. Mais malheureusement, j'étais toujours attirée par la communication, par le marketing. C'était vraiment ça mon leitmotiv, c'était ce qui me correspondait le mieux. Donc, quand je termine avec mon expérience chez DEM, je tombe immédiatement dans l'entrepreneuriat, faute de trouver un travail immédiatement, et je me lance avec un projet qui en ce moment-là s'appelait Tout à petit prix. Il doit toujours exister sur Facebook. C'était une page et l'idée c'était de revendre les petits gadgets de cuisine à vil prix. Donc je faisais je dénichais beaucoup d'endroits, je trouvais des articles et je les revendais sur cette page-là. Et c'est à partir de ce moment que j'ai vu l'impact que pouvait avoir le digital et notamment Facebook à ce moment-là parce que mine de rien, pour 20 $ en ce moment-là en publicité payante, ça m'assurait quand même un revenu de 350 à 400 000 francs par semaine de produits vendus. Donc ça, c'était un chiffre d'affaires que je réalisais à la semaine. Et après, je me suis dit, mais pour quelle raison je devrais aller travailler pour quelqu'un alors que je peux moi-même m'auto-gérer, gérer mon temps et avoir une source de revenus. Et là, chemin faisant, je suis tombée sur des aînés qui m'ont dit, écoute, nous, on a besoin de quelqu'un pour nous assister. Et c'est comme ça que je fais mon entrée dans Immediatis, au début d'abord en tant que comptable et plus tard en tant qu'associé. Donc, on part vraiment de là. Je m'intéresse à tout ce qui est logiciel, à tout ce qui est informatique, à tout ce qui est marketing. Et à partir de ce moment-là, je me mets corps et âme dans les projets, j'essaye de comprendre, je me forme
Et c'est ce qui me confère aujourd'hui la position que j'ai, mais surtout mon rôle en tant que product manager qui consiste réellement à être la liaison entre le client et nous, mais surtout à veiller aux améliorations constantes et performances pardon, de la solution auprès des partenaires. Et je m'y sens à l'aise, donc ça me parle. Disons que mes valeurs personnelles sont le travail. J'aime j'aime l'effort, c'est-à-dire j'aime quand je fais quelque chose, j'aime quand je suis exténuée, je suis fatiguée et qu'au bout de ça, je vois le résultat, je suis ouf, je suis contente. J'aime ce qui est difficile. Bizarrement, je n'aime pas quand c'est facile. J'aime quand c'est dur parce que j'ai toujours eu le sentiment que plus c'était difficile, plus la réalisation était plus grande. Et je l'ai vécu, que ce soit dans ma vie personnelle, qu'en équipe, qu'en famille. C'est des choses que j'arrive à mieux percevoir et à mieux apprécier aujourd'hui. J'aime l'honnêteté. Je suis quelqu'une d'assez cash. Je suis très ouverte, mais je suis vraie. J'aime les gens j'aime travailler la plupart du temps avec des gens qui partagent ces valeurs d'honnêteté. Pouvoir dire non si ça ne me plaît pas, pouvoir dire oui si ça me plaît, pouvoir dire oui, mais j'aime des gens franches. Et voilà, l'honnêteté me parle. Et on a aussi le partage. Ça, c'est quelque chose de primordial. C'est vrai qu'on dira en Afrique le partage et tout, mais je pense que le partage aussi, c'est du partage de connaissances, c'est du partage de sa lumière. C'est vraiment le partage dans le plus grand des mondes. C'est-à-dire pouvoir donner aux jeunes filles ou bien pouvoir donner aux femmes, bien sûr, l'occasion de se reconnaître à travers nos histoires. C'est la raison pour laquelle je prends beaucoup la parole aujourd'hui sur LinkedIn pour partager mes histoires qui sont les histoires à travers lesquelles un collègue va se reconnaître, une tata va se reconnaître parce que c'est des histoires que j'ai vécues, c'est des histoires qui me parlent et je sais que plusieurs sont dans cette situation-là. Donc c'est la raison pour laquelle j'aime partager. Je ne fais pas que partager mes histoires, j'aime aussi partager de mon temps avec des personnes qui ont la même vision que moi, qui ont cette envie de donner. C'est la raison pour laquelle je participe beaucoup à travers des projets comme le FEGEM, qui n'est pas très différent de Empreinte. Mais ça, vraiment, je quitte du cadre de Empreinte, je me retrouve dans le FEGEM. On dira, mais pourquoi tu peux laisser ton projet et aller ailleurs? Je dis non. En fait, on a chacun quelque chose à faire. Et si je vois que ce projet incarne les valeurs que moi je partage, alors je dirais pourquoi pas travailler avec eux. Moi, ça me plaît, ça me parle. Et surtout que ça concerne toujours les femmes, ça concerne les générations, la jeune génération du Cameroun, d'Afrique. Alors je m'y lance. Je veux rien savoir, je le fais. Je pense que c'est les hommes. Je dirais que ma maman m'a beaucoup inspirée par son calme, sa maîtrise. Déjà, je suis l'opposé de ma mère. Elle est très calme, elle ne parle pas beaucoup. Moi, je suis quelqu'une qui parle et qui prend très vite position. C'est-à-dire, je ne laisse pas que les choses s'enveniment. Très vite, je mets des barrières. Ma mère, elle n'est pas comme ça. Elle est d'un silence. Elle ne parle que quand c'est nécessaire. Avec le temps, j'ai appris à parler quand c'est nécessaire, mais je suis quelqu'un de plus actif, de plus prompt. Maintenant, pour les figures, il y a plusieurs figures, mais celle que je retiens le plus, peut-être ça va vous surprendre, est celle de Nicolas Sarkozy. J'aime beaucoup ce monsieur, j'aime son franc-parler, j'aime ses prises de parole, j'aime son langage, j'aime son lexique, j'aime cette personne. J'aime cette personne à travers qui, quand tu écoutes, tu apprends. Tu apprends à placer tes idées, tu apprends à, à tenir un discours, tu apprends à être toi sans toutefois blesser tes convictions, tu apprends à être toi. Tu restes bien dans tes bottes.
C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça va vous surprendre parce que d'autres, peut-être d'autres auraient pensé à Michelle Obama. Non, moi, non, non, non. C'est ce personnage-là parce qu'il m'inspire autre chose. Je ne vois pas en lui, je ne vois à travers lui, je ne vois pas l'homme politique, mais je vois un combattant. Je vois quelqu'un qui, durant toute sa vie, a bataillé dur pour avoir ce qu'il voulait, que ce soit en tant que maire, en tant que président de la République, il a bataillé pour être là où il est, pour être là où il a été. Mais surtout, j'apprécie beaucoup ce franc-parler qui, pour moi, est quelque chose de décisif aujourd'hui à l'ère où nous sommes, où les jeunes doivent pouvoir s'impliquer, s'impliquer dans la vie commune, s'impliquer dans la vie politique. Je pense que c'est quelqu'un qui me parle beaucoup. Vous imaginez quand même que vous échangez avec votre papa et il vous rappelle, non, il vous appelle, vous échangez avec lui, il vous dit qu'il se sent très fatigué parce que pour la petite histoire, on avait eu un accident très grave du côté de Kribi. Et alors, on a fait appel à mon papa parce qu'en ce moment-là, il était à Kribi pour qu'il aille voir, s'imprégner de la situation et au pire des cas, reconnaître les corps. Donc, mon papa, en ce moment-là, je le trouvais déjà plus très jeune et je lui faisais la remarque selon laquelle il devait se reposer, surtout qu'il était il est hyper tendu. Donc, il m'appelle et il me raconte la petite histoire. Ma fille, vraiment, j'ai vu les corps, ils étaient déchiquetés, j'ai eu la chair de poule, vraiment, tout ce que j'ai envie de faire, c'est me reposer. Je dis, ok, papa, repose-toi, on se parle tout à l'heure. Vous voyez, je parle toujours avec beaucoup d'émotion parce que ça a été le choc. Voilà. Donc, 30 minutes plus tard, quelqu'un m'appelle avec son téléphone et me dit, je demande d'abord, mais qu'est-ce que vous faites avec le téléphone de mon père? Pourquoi c'est vous qui m'appelez? Et le monsieur me dit, non, je vous appelle parce que malheureusement, votre père a eu une attaque. Il ne parle plus. Je dis, quoi? Sur le coup, j'ai eu l'impression que le monde s'effondrait parce que c'est quand même mon père qui m'a lavé jusqu'à mes 12 ans, avec qui je marchais partout, puisque j'ai été fille unique pendant quand même beaucoup de temps. La preuve, entre mon petit frère, celui qui me suit, et moi, on a probablement 12 ans, 11 ans d'écart d'âge. Donc j'ai quand même été au cœur, au centre de mon père pendant longtemps. C'était vraiment mon père, mon père, mon père. Et là, qu'on me dise qu'il a une attaque, j'ai raccroché immédiatement, j'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Mon père, on m'appelle, on me dit qu'il va pas bien. On me dit, je précise que là, en ce moment, mes parents avaient beaucoup de conflits. Donc, il n'y avait pas la communication de deux époux, de deux conjoints. Donc, mon père me parlait beaucoup à moi et ma maman. Donc, j'étais vraiment au milieu. Et là, c'est comme ça que immédiatement on essaye d'appeler les uns et les autres. On se mobilise, on envoie une ambulance pour qu'on puisse prendre son corps, on puisse le prendre à Kribi et le ramener sur Douala où il a été en réanimation à la Quintini pendant près de 2 à 3 semaines. Mais ça a été difficile parce que voir mon père affaibli, voir mon papa affaibli, me voir en train de voir comment je devais le nettoyer et tout, voir comment je devais prendre mes responsabilités en main, ça a été un choc. Mais ça a été quelque chose de bien parce que j'ai compris que du jour au lendemain, les choses pouvaient changer. J'ai compris que ce qui reste de nous, c'est les actes que nous posons, les actes bienveillants bien sûr, que nous posons aux autres, parce que j'ai vu sa famille mobilisée. Je n'étais pas seule, je ne dormais pas seule à l'hôpital, j'avais sa famille mobilisée, j'avais ma maman elle-même qui était en arrière, qui me soutenait, j'avais mes proches qui arrivaient à me comprendre, qui savaient ce que je passais comme épreuve. Et ça, franchement,
c'est pas des choses qu'on peut payer. J'ai compris à travers lui que faire du bien, ça a réellement un impact sur les autres. Et je crois que c'est ce qui me motive aujourd'hui à donner ma part, à jouer ma partition. Ce qui me motive aujourd'hui à vouloir laisser réellement une empreinte et de me dire, mon fils demain pourra à travers Google taper et savoir qui a été sa mère, savoir comment est-ce qu'elle a pu impacter d'autres, savoir comment elle a accompagné, mais surtout, j'aurai la possibilité de lui laisser un grand réseau. Quand je parle de réseau, c'est des gens que je vais connaître, c'est des gens qui vont m'apprécier pour les valeurs que je partage et qui plus tard pourront voir mon fils comme quelqu'un à travers qui je suis. Donc, je pense que pour moi, c'est de toutes les histoires que j'ai eu à vivre, celle-là a été particulièrement celle qui m'a le plus, qui m'a le plus interpellée. Je pense que c'est ça. Ça m'a vraiment interpellée. À la jeune fille qui a 15 ans, je souris parce que je me revois quand j'avais 15 ans. J'aurais bien aimé qu'on me demande, c'est vrai qu'on me le disait, mais j'aurais peut-être aimé qu'on me le dise en face. Ne sois pas pressé, prends ton temps et étudie. C'est vrai que je le faisais, mais je pense que l'écouter de manière permanente m'aurait fait réaliser à quel point je peux être une véritable impact. Je vais dire à 15 ans, il ne faut pas être pressé. Il faut faire ses classes, il faut aller à l'école. Il faut maximiser quand on a la chance d'avoir des parents qui peuvent nous payer des études, des parents qui ont une vision pour nous. Il faut maximiser, mais surtout, il faut se rendre utile. Il faut aider à la maison. Parce que je me souviens, à mes 15 ans, quand on me demandait de faire quelque chose, je rechignais toujours. J'avais l'impression qu'on m'en demandait trop. Je préférais me retrouver dans la chambre et tout, mais je pense que j'ai beaucoup raté parce que à cet âge-là, j'aurais peut-être créé une certaine cohésion avec ceux avec qui j'étais à l'école, pardon, à l'époque, même à la maison. Malheureusement, je n'étais pas quelqu'un de très ouverte, j'étais très introvertie, je ne parlais pas beaucoup et ça, par contre, c'est quelque chose que je regrette. Donc, je pense qu'à 15 ans, faites le maximum d'efforts pour vous amuser, pour jouer, pour faire un sport, pour aller à l'école, pour écouter vos parents, pour rester proche de vos tontons, vos tatas, mais surtout commencez déjà à réfléchir sur ce que vous voulez réellement faire, qui vous voulez réellement être. Et c'est pas difficile. Aujourd'hui, il suffit de prendre un miroir, de se regarder, de se parler à soi, de se demander qu'est-ce que je voudrais que les autres perçoivent de moi. Ça, c'est possible. C'est des exercices qu'il faut commencer à faire dès maintenant, de se percevoir dans cette glace. Si vous voulez être une très belle dame, si vous voulez être comme, je veux dire quoi, comme à l'effigie des CEO que vous voyez souvent à la télé, il faut prendre le temps de se mirer, de se parler, de se poser les questions, de savoir qu'est-ce que je veux réellement faire. Comment est-ce que moi, petite, je peux changer le monde demain à 25 ans? Posez-vous cette bonne question-là. Si vous voulez être docteur, il ne suffira pas juste d'être docteur. Comment est-ce que je vais changer le monde? Comment est-ce que je vais être celle qui pourra impulser quelque chose de positif, par exemple sur le cancer, ou alors sur l'ophtalmologie, ou alors, bref, essayer d'impulser quelque chose. À la jeune de 25 ans, je dirais, rien n'est perdu. On ne perd pas, on gagne à travers nos erreurs et qu'il serait temps d'essayer encore, encore et encore, ne jamais baisser les bras, mais surtout de garder la tête haute, de rester droit dans ses bottes en ce qui concerne ses valeurs, de rester soi, de rester vrai, et que rien ni personne ne puisse lui faire changer d'avis. Il faut rester vrai. La première erreur a d'abord été mon orientation scolaire. J'ai mal fait d'écouter maman. J'aurais dû choisir mon marketing ou ma com depuis le début. Bon, j'ai mal fait. J'aurais dû dire non, maman, ça me plaît pas. J'aurais dû communiquer avec mes parents sur ce que je voulais réellement faire et sur comment est-ce que je me percevais
comment est-ce que je me voyais, comment est-ce que j'aurais dû avoir le courage de leur dire, par exemple, je me vois à la télé en train de faire le journal du 20h, ou alors je me vois sur un podium ou un stand en train d'accompagner une équipe à vendre un produit, par exemple. C'est des choses que j'aurais pu dire, mais je l'ai pas fait. Donc, je pense que ça a été ma plus grosse erreur. Et jusqu'à présent, je crois que c'est l'erreur la plus difficile. Sauf qu'à un moment donné, on a l'avantage aujourd'hui, c'est il est possible de se reconvertir. Mais on voit quand même les années passées et on se dit, si on avait commencé là où on voulait, on serait quand même assez avancé. Pour la petite histoire, à partir du moment où je vois un projet femme, ou bien un projet porté par des femmes, je suis toujours ouverte. C'est-à-dire, je ne mets jamais de barrière parce que je sais ce que je dois faire moi-même avec le projet à emprunter. J'ai dû aller vers les autres. Imaginez un seul instant que ces personnes avaient refusé de venir vers moi ou bien refusé de m'accompagner ou de collaborer avec moi. Ça aurait été difficile. Donc pour moi, ça a été oui dès le début. Je ne regrette pas. Et quand j'ai encore regardé, j'ai vu Impact Girl, je me suis dit non, je préfère y aller. J'ai mon édifice à poser, j'ai mon empreinte à donner. Ça me prendra pas toute la journée, ça me prendra juste un petit moment de ma vie, un petit moment de ma journée. C'est pas grand-chose. Je dirais merci et surtout, je dirais bravo, bravo à l'initiative. Je pense que nous sommes dans un écosystème, je ne parle pas seulement du Cameroun, nous sommes dans un écosystème où on a réellement besoin d'impacter et ça ne peut se passer qu'à travers la jeune fille aujourd'hui. Il faudrait mieux les impacter dès le début, les impacter pour qu'elles puissent comprendre qu'elles ont de la valeur, les impacter pour qu'elles puissent comprendre qu'elles peuvent apporter quelque chose, les impacter pour qu'elles puissent nous dépasser, c'est-à-dire qu'elles puissent porter le flambeau, mais qu'elles puissent aller un peu plus haut.